Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette revue de marché de Trading University Center. Nous sommes le mercredi 19 janvier 2022. Avant de démarrer, je vous laisse bien sûr prendre connaissance, comme chaque matin, de l'avertissement légal sur les risques. Alors, nous avons donc ce matin et plutôt hier beaucoup de turbulences, de trous d'air qui se sont passés sur le marché, encore une fois, encore liés notamment à la hausse des rendements obligataires, mais aussi à celle du pétrole. On assiste toujours en fait à une rotation sectorielle. Globalement, hier, on a eu quand même une chute de plus de 1, voire 2,5%, que ce soit pour l'indice allemand, le Nasdaq 100, même le Nasdaq Composite. Le Nasdaq Composite, je vous le rappelle, pardon, répertorie l'ensemble des valeurs technologiques. Le Nasdaq 100, ça répertorie donc en gros les valeurs technologiques, notamment les fameuses GAFAM, qui représentent comme quasiment en pondération plus de 50% de l'indice du Nasdaq. Les investisseurs, en fait, jouent toujours la prudence sur fond de remontée marquée des rendements obligataires, comme vous pouvez le voir notamment sur ce fameux graphique, où là, effectivement, on a, techniquement parlant, passé des niveaux assez importants, et aussi, bien sûr, des cours du pétrole. Donc, encore une fois, une rotation sectorielle s'opère vers les valeurs dites value, et notamment les valeurs de l'énergie. Donc là, Wall Street était fermé, je vous le rappelle, avant-hier, comme vous le savez, après un long week-end de 3 jours, notamment pour le Martin Luther King Day. Donc on a quand même eu une grosse baisse sur les contrats futurs, notamment sur le Nasdaq, le S&P 500. Le Nasdaq, qui lui a lâché quasiment 2,5%, qui est très corrélé à noter au rendement de la hausse, au rendement à la hausse donc obligataire, en tout cas des rendements qui ne font que performer. Ça fait plus de 1,88% au moment où je vous envoie ces analyses. Les marchés attendent toujours, comme vous le savez, la suite des publications des résultats dans certains secteurs, le secteur bancaire américain, notamment avant l'ouverture des marchés, et aussi les décisions que prendra la Réserve fédérale américaine, donc la Fed, la semaine prochaine, maintenant que les rendements des emprunts d'État américains sont quand même en nette hausse sur les marchés asiatiques, à une semaine justement de la réunion monétaire de la Fed, et certains investisseurs n'excluant pas que la Banque centrale américaine accélère encore justement la réduction de ses achats de titres sur les marchés avant d'entamer le fameux relèvement de ces taux à partir du mois de mars. Donc ce regain d'incertitude quant à l'évolution de la stratégie de la Fed influence surtout les marchés obligataires, ceux qui savent, ce qui se traduit pardon, par une nette remontée donc, des rendements hier, puis aujourd'hui. Et cela, on procède bien sûr le point, on fera le point bien sûr sur la partie macro juste après, mais celui des bons de trésor américains à 2 ans a atteint son plus haut niveau quand même depuis février 2020, avant donc, la crise du corona, et le 10 ans, comme vous le voyez sur ce graphique, évolue à plus de 1,88% de son équivalent allemand, et son équivalent allemand a frôlé par contre les zéros. L'appareil, on a quand même des niveaux qu'on n'avait pas atteints depuis février 2020, et encore une fois, on constate une pontification de la courbe des taux, ce qui explique la prudence, notamment sur tout ce qui concerne les valeurs technologiques. Donc ça, il faudrait effectivement prendre les valeurs technologiques, les valeurs de croissance avec beaucoup de prudence. De son côté, la Banque du Japon, elle, a revu en légère hausse sa prévision d'inflation, tout en réaffirmant donc son intention de maintenir une politique ultra accommodante, un peu comme la Chine l'a fait avant-hier en abaissant ses taux et en indiquant que si les États, si les autres banques centrales augmentaient de manière un peu trop agressive, en tout cas leur taux, eh bien cela pourrait pénaliser la reprise mondiale. Euh, Parallèlement, encore une fois, eh bien, la hausse du pétrole se poursuit. On a atteint un gros niveau. Voilà, vous pouvez voir bien sûr sur la partie le plan technique, le plan d'action que vous pouvez mettre en place. Depuis pas mal de temps, le Brent est alimenté toujours par l'actualité géopolitique, ce qui risque une nouvelle fois en fait de nourrir les inquiétudes liées à l'inflation.
on arrive quand même sur une belle zone, à mon avis, sur le Brent. On est quand même bien orienté pour aller chercher les 90 $. Là, actuellement, on évolue au plus haut depuis octobre 2014. Donc pareil, un niveau qu'on n'avait pas atteint depuis 7 ans quasiment. Et maintenant, à mon avis, comme je vous le disais il y a certains temps de cela, notamment au niveau des précédents briefings, on a un gros niveau au-dessus de la tête vers les 90 $. Et effectivement, si on franchissait ce niveau-là une nouvelle fois, donc on pourrait accélérer de nouveau et pourquoi pas aller chercher le seuil psychologique ou symbolique, je dirais, des 100 $. On va passer sur la partie macro, notamment où là, vous avez un graphique intéressant que vous pouvez retrouver sur Bloomberg qui représente donc les taux US, donc les taux américains à 10 ans et les rendements réels à 10 ans, donc inversés par rapport au compartiment Stocks 600 de la technologie en Europe, un peu comme l'équivalent du S&P en Europe, hein, c'est le stock 600, et il décompose avec plusieurs secteurs. Et donc, nous avons effectivement ce stock 600, et encore une fois, à la hausse des rendements réels, mais sous pression. Les valorisations de tout ce qui est valeur technologique européenne. Effectivement, la semaine dernière, on a eu d'énormes plongeons sur certaines valeurs malgré des résultats extrêmement encourageants. Et les investisseurs ont commencé à prendre leurs bénéfices, estimant donc que la valorisation élevée des valeurs technologiques européennes sont sous pression, car encore une fois, les investisseurs se tournent vers les actions de valeur avec la perspective des hausses des taux à l'horizon. Donc les marchés, comme vous le savez, sont dans l'anticipation et forcément la hausse des taux, notamment 3 voire 4 hausses de taux, forcément fragilise le compartiment technologique. Et ici, on voit très clairement que les cours évoluent en tandem. En tout cas, c'est l'évolution du 10 ans inversé. Donc, il est tout simplement en territoire négatif. Lorsque nous avons donc une hausse des rendements obligataires, on constate très clairement que le comportement Stoxx 600 eh bien, subit tout simplement des désengagements, voire même des prises de bénéfices sur tout ce qui concerne les stocks et, comment dirais-je, les indices américains. Et donc, effectivement, on a d'énormes ranges. On a un énorme range qu'on est en train de voir actuellement. Et si on venait à casser ce niveau que vous voyez sur le graphique, le niveau en rouge, on pourrait avoir à ce moment-là une forte chute un peu plus profonde que ce que nous avons aujourd'hui. Et rappelez-vous, on a eu le même scénario en 2021 où on avait une pontification de la courbe des taux à partir du premier, voire début du deuxième trimestre 2021. Et encore une fois, le secteur technologique avait subi des désengagements et des prises de bénéfices. Donc, au final, derrière, l'indice Nasdaq s'est quand même bien repris, avait terminé l'année en beauté. Mais je le redis encore une fois, je ne pense pas que l'année 2022 soit l'année du Nasdaq, en tout cas tout ce qui est valeur technologique et valeur de croissance. Au contraire, on va avoir, à mon avis, comment dirais-je, un phénix qui risque de renaître de ses cendres, hein, des valeurs complètement délaissées, voire survendues pour les investisseurs à cause notamment de la crise liée au Covid. Et la reprise post-Covid devrait justement doper ces valeurs-là au détriment des valeurs technologiques. Donc, encore une fois, certaines valeurs vont sortir un petit peu leur épingle, en tout cas tirer leur épingle du jeu dans les technologies, sûrement, encore une fois, les gros mastodontes, les bulldozers, mais on risque d'avoir vraiment une année 2022 pour ce compartiment vraiment compliqué avec des soubresauts et des valeurs vraiment sous pression. Et quand je vois aujourd'hui les dégagements, je dirais plus, qu'on a eu en Europe pour certaines valeurs, quand même à lâcher depuis l'année entre 20 et 25%. Je vous dis que si le Nasdaq commence à légèrement, entre guillemets, tousser, il se pourrait effectivement qu'on ait un peu plus, voire de correction plus profonde, encore une fois, faite. Voilà. Après, bien sûr, il faudra faire une sélection assez drastique des titres et des actions, et surtout ne mettez pas en côté la puissante rotation sectorielle qui est en train de s'opérer sur
les marchés. Et donc, justement, en parlant de rotation sectorielle, là, je vous montre ici, vous avez un calendrier, ce qu'on appelle le calendrier des earnings, la saison des résultats, puisqu'on assiste vraiment, on est en plein rush sur la saison des résultats avec des valeurs à venir cette semaine, notamment Netflix, qui était l'une des premières valeurs technologiques à publier ses résultats. Donc, encore une fois, ça va permettre de donner un petit peu plus de visibilité au marché et savoir si oui ou non ce Nasdaq parviendra à se stabiliser ou au contraire continuera de déclencher des flux baissiers correctifs assez violents comme on l'a eu hier avec les séances à venir. Donc là, je dirais, focus vraiment à partir de notamment la semaine prochaine et la semaine d'après où on aura pas mal de valeurs technologiques qui seront publiées. Donc là, le calendrier que vous avez en face de vos yeux est incomplet. Bien évidemment, il y aura d'autres valeurs ici. Je sais que le 3 février, par exemple, on aura Amazon qui doit publier ses résultats. Donc, elle n'est pas citée dans ce calendrier. Mais bon, en tout cas, ça vous donne une vision globale des semaines à venir. Donc, prochain catalyseur, ce sera forcément la réunion de la Réserve fédérale, mais aussi la publication à venir donc des résultats. Vous voyez comme on a quand même pas mal d'entreprises du Dow Jones et du Nasdaq qui vont publier, je pense notamment à Microsoft, qu'on abordera tout à l'heure sur la partie technique qui est dans le Dow Jones. Vous avez IBM dans le Dow Jones, vous avez Johnson Johnson et 3M dans le Dow Jones, Verizon dans le Dow Jones, Tesla, bien sûr, dans le Nasdaq et le Dow Jones, Boeing, Dow Jones, Apple dans le Nasdaq et le Dow Jones, Visa c'est du Nasdaq et du Dow Jones, McDonald's, vous allez avoir qui McDonald's c'est dans le Dow Jones, Caterpillar dans le Jones. Bon. En tout cas, nous allons avoir une semaine, la semaine prochaine assez chargée et la semaine d'après aussi, on aura Facebook et Google, Alphabet, la société mère. Mais en gros, voilà, voilà les sociétés qu'il va falloir surveiller et voir surtout comment les marchés vont pouvoir, et je dirais même les investisseurs américains vont pouvoir réagir parce qu'en Europe, malgré de bons résultats de la part de certaines valeurs technologiques, eh bien, les opérateurs ont préféré vendre ces valeurs. Donc, est-ce qu'ils vont reproduire, je dirais, le même schéma qu'en Europe? Et si c'est le cas, eh bien, on pourrait avoir une correction encore plus profonde et donc toujours rester focalisé sur les valeurs dites value, comme des valeurs comme Caterpillar, justement, les valeurs de l'énergie comme aux États-Unis, vous avez 3M et revenir un peu plus tard dès qu'on aura une stabilisation de l'indice du Nasdaq et là, à ce moment-là, s'orienter vers les valeurs un petit peu plus importantes. On passe sur l'agenda du jour, donc le calendrier économique, quelques informations. Donc, vous avez ce matin l'IPC, donc la livre sterling qui sera l'indice des prix à la consommation, bien sûr. Ça concerne l'inflation et ça, effectivement, il faut regarder cela avec beaucoup, beaucoup de précautions. Et bien sûr, cet après-midi, vous allez avoir le permis de construire aux États-Unis à 14h30, suivi de l'IPC Core, ça aussi c'est important, concernant le dollar canadien. Et bien sûr, vous allez avoir le gouverneur de la BOE, donc de la Banque d'Angleterre, qui va s'exprimer aux alentours de 15h15. On passe sur la partie technique, où là, vous avez le programme du jour, Microsoft, le DAX allemand, le Silver et l'euro GBP. On passe sur Microsoft. Alors, Microsoft, on va regarder cela ensemble avant de passer sur la partie technique. D'accord. Donc, il faut savoir une chose. Il faut savoir que Microsoft donc, a annoncé, pour ceux qui viennent de le découvrir, donc, a annoncé hier qu'ils allaient acheter le géant des jeux vidéo Activision Blizzard dans le cadre d'une transaction entièrement en cash de plus de 69 milliards de dollars, soit à peu près 95 dollars par action. Ça représente quand même une prime de quasiment 46% par rapport au cours de clôture lundi soir. Et donc, si vous regardez l'action Activision Blizzard, elle a tout simplement explosé puisqu'elle a terminé la hausse à plus elle est passée de 25,88 à 82,31. Donc, elle a fait plus de 25-30% de variation. L'action de Microsoft, quant à elle, a clôturé en baisse de 2% dans le cadre, un petit peu comme je vous l'avais évoqué en introduction, d'un large déclin des valeurs technologiques américaines. À noter qu'il s'agit ici de la plus grande acquisition de Microsoft à ce jour, suivi, c'était en 2015, vous aviez eu à l'époque
LinkedIn pardon, en 2016 pour 26,2 milliards. Voilà, en tout cas, cette acquisition renforce un petit peu plus l'attrait du titre Microsoft en tant que pari boursier sur le métavers, après que bien sûr les investisseurs se sont un petit peu inquiétés à propos des projets, notamment de Microsoft dans ce projet, en tout cas dans ce domaine-là. Au niveau technique, alors comme vous pouvez le constater à gauche, comme je le montre assez régulièrement, vous avez le graphique en mensuel, donc sur du très long terme. Ici, vous avez du moyen terme, donc vous avez effectivement la chute un petit peu de Microsoft, un petit peu dans le sillage de tout ce qui est valeur technologique. Et à droite, vous avez le graphique en journalier. En mensuel, alors vous pouvez le constater, effectivement, on a eu 2 dojis d'accumulation que vous aviez entre le mois de novembre et le mois de décembre. Et là, ce mois-ci est tout simplement chaotique, je dirais, qui est vraiment dans un repli assez prononcé, puisqu'on s'oriente vers les 295. C'est un peu l'objectif de Microsoft. Malgré cette acquisition, je pense que le titre est quand même extrêmement sous pression. Vous voyez la différence entre ce graphique ici, enfin ce qu'on appelle la Tenkan-sen et la Kijun-sen est quand même assez important, ce qui peut annoncer quand même une zone de surachat qui était annoncée depuis le mois d'octobre. On a eu tout simplement une très très forte accélération. Donc l'ensemble des valeurs technologiques continue de chuter. Et là, effectivement, on pourrait s'orienter vers ce niveau de support assez important. En tout cas, en mensuel, on va regarder en hebdomadaire. Alors, au niveau hebdomadaire, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une zone de support. Alors, on verra comment va réagir le marché aujourd'hui, parce que si effectivement le marché casse ce niveau-là, que vous avez approximativement entre les 302,23 et les 305,81, il se pourrait vraisemblablement que l'action Microsoft continue son déclin vers les 285 dollars. Ici, vous avez en journalier. Donc, en journalier, vous avez tout simplement une continuation baissière. Comme on peut le constater, c'est tout simplement un couteau qui tombe, hein. On voit que le repli continue de se prononcer. Le marché n'est pas encore ouvert, mais il ouvrira à 304,58, ce qui peut être intéressant, ce qui peut donner des signes de renforcement, notamment suite à l'acquisition d'Activision Blizzard. Mais en tout cas, ce qui veut dire qu'il faudra surveiller un petit peu la clôture journalière pour en savoir un peu plus avant de pouvoir acheter des actions Microsoft. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes Trading Central. Ils envisagent toujours, la dernière analyse a été faite en journalier, donc comme vous pouvez le voir ici, qui a été faite donc cette nuit à midi 21, non, 12h21, pardon, minuit, pardon, 21. Donc là, vous avez effectivement la chute vers les 284. C'est plutôt la zone à laquelle moi j'achèterais personnellement, c'est-à-dire les 295, 285, 275, c'est une zone d'achat intéressante. Même si effectivement la journée peut nous donner quelques indications de rebond technique. Pour l'instant, tant qu'on est en dessous des 322, c'est assez délicat d'acheter. Si effectivement le marché repartait au-dessus, là, ça pourrait être intéressant et donner encore de nouveaux signaux d'achat. Pour l'instant, bien évidemment, on reste toujours sur ce niveau de support technique qui a été déterminé la semaine du 16 août, 23 août 2021. Donc, on verra comment on va se clôturer cette semaine, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de patienter avant de pouvoir acheter sur l'action Microsoft. On va passer sur le DAX allemand, l'un des indices les plus prisés des investisseurs. Alors attention, hier, le DAX allemand a considérablement chuté un petit peu dans le sillage des indices américains. Donc, vous pouvez le constater ici, on en a parlé lors des précédents webinaires. Vous avez toujours cette zone des Fibonacci aux alentours des 141 40 à 16 259, vous avez une zone de résistance où là, effectivement, on a eu une chute à ce niveau-là. Et là, le marché est en train de bloquer sur les 16 269, en tout cas sur 259, pardon, sur du moyen long terme. Donc, pour l'instant, le marché est en train de nous offrir ce qu'on appelle un doji. Un doji, c'est un chandelier d'indécision. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un peu ça, hein, un doji. C'est-à-dire que vous avez le cours de clôture, le cours d'ouverture qui est quasiment identique, comme vous pouvez le constater ici. Et là, effectivement, tout simplement, le marché est pour l'instant dans une indécision. Mais si on se refie un petit peu sur le marché américain, généralement, le marché a tendance à suivre un petit peu ce qui se passe avec le S&P 500, en tout cas l'indice allemand.
En hebdomadaire, on va agrandir cela. Vous avez ici effectivement la zone de la semaine du 9 et du 16 août 2021. La cassure a été très prononcée la semaine du 22 novembre. Là, on a touché des niveaux de support. De plusieurs reprises, le marché rebondit sur cette zone rectangulaire. Alors, je vais tout simplement même agrandir ça pour que ce soit plus lisible. En tout cas, le marché, pour l'instant, bloque sur cette zone de résistance entre les 15 983 et 16 031. Tant qu'on est en dessous, le marché reste baissier. L'objectif, c'est d'aller chercher les 16 610 à peu près. Ce serait l'objectif du DAX allemand. On va regarder, ça c'est de l'hebdomadaire. On va regarder sur du journalier ce qu'on peut aller chercher. Effectivement, on a ce support oblique qui a été touché à de maintes reprises. Il a été touché ici. Vous avez également touché un rebond ici. Et là, tout simplement, on rebondit pile dessus. Effectivement, si le marché cassait ce support oblique, le marché pourrait effectivement continuer à décélérer et aller chercher des zones de support aux alentours des 15 552, voire aller beaucoup plus bas pour aller chercher cette zone de support aux alentours des 15 330, voire les 15 185 à peu près. Mais effectivement, il faut d'abord que ça casse ce support oblique avant de pouvoir reprendre des scénarios, un signal plutôt baissier. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central. Alors, les analystes trading central envisagent sur du moyen long terme. La dernière analyse a été faite le lundi 17 janvier. Alors, on est en daily, ça veut dire que chaque bougie représente une journée de cotation. Ça reste baissier. Donc, les 15 710 ont été touchés puisque l'objectif a été atteint. Le prochain objectif, c'est les 15 400, tant qu'on est en dessous des 16 290, qui est, comme vous le voyez ici, une zone de résistance. Donc, tant qu'on est en dessous, le marché reste baissier. On passe sur le silver. L'argent métal, le petit frère du métal jaune, donc de l'or. Effectivement, on a un scénario assez intéressant sur l'argent, mais attention toutefois. Alors, on va d'abord passer sur du mensuel, où là, effectivement, comme je vous l'avais évoqué lors des précédentes revues, on a ici ce qu'on appelle un double bottom. Un double bottom, c'est un double creux, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est une forme de W. Et généralement, le marché a tendance à accélérer lorsqu'on a ce type de configuration. Et effectivement, là, ça pourrait être la ligne de coup. Ce qui serait judicieux, c'est d'attendre qu'on casse les 23,90 pour avoir une nouvelle accélération et aller chercher les 25,10. Ça sera le prochain scénario, en tout cas sur l'argent métal. En hebdomadaire, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons effectivement ici entre un double ou un triple bottom, donc un triple creux, premier, deuxième, troisième. Et là, effectivement, généralement, le marché peut aller chercher cette zone de résistance autour des 25, voire cette moyenne mobile aux alentours des 24,90. En tout cas, le marché, pour l'instant, est orienté à la hausse, notamment sur ce support-là. Alors, ce qui bloque pour l'instant l'argent métal à aller plus haut, c'est effectivement cette Kijun Sen que vous avez ici. Tant que la Kijun n'est pas cassée, le marché ne peut pas accélérer. Il faut d'abord que ça casse ce niveau-là pour pouvoir reprendre donc des positions d'achat. Et en journalier, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une configuration en ce qu'on appelle en épaule-tête-épaule inversée. Alors, une épaule-tête-épaule inversée, c'est tout simplement une figure. Alors, je vais vous montrer le graphique, c'est un peu ça. Une épaule-tête-épaule inversée, c'est exactement ce que vous avez ici. Donc, vous avez ici donc une première épaule, une tête, une deuxième épaule, pullback, et généralement, on accélère. Et l'objectif que vous avez ici, vous le reportez au-dessus. Et généralement, c'est pour aller chercher des objectifs. Donc, si on reporte cela sur le graphique que vous avez en face de vous, vous reportez exactement ce que vous avez à l'intérieur de l'épaule, tête-épaule, et vous le reportez au-dessus, comme ici par exemple, et vous allez chercher des objectifs. Donc, les objectifs seraient plus ou moins aux alentours des 24, 24-20 à peu près. Donc, ça peut être intéressant d'aller chercher ce niveau-là. Et comme vous pouvez le voir sur de l'hebdomadaire, il y a la Kijun qui bloque pour l'instant l'argent à accélérer. Mais effectivement, si ça passait au-dessus, on pourrait aller chercher les 24-20, voire les 25 pour les prochaines séances. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central. La dernière analyse a été faite donc ce matin à 2h55 du matin. Objectif, on était à 23,43 puisque c'est au moment où la photo a été prise. Objectif 24,40, 25.
Alors, c'est un peu ce que je préconise. Ça peut être un objectif assez intéressant à aller chercher. Enfin, nous allons passer sur un actif, donc une paire de devises monétaires, l'euro GBP, qui est lié donc à la monnaie unique face au dollar américain, mais également au GBP USD. On va regarder ensemble ce qui est intéressant à travailler. Alors, pour l'instant, la dynamique reste fortement baissière. Mais attention, comme vous pouvez le voir ici sur un graphique mensuel, vous avez des niveaux clés. Des niveaux clés à laquelle vous pouvez aller chercher, puisque c'est un niveau que vous avez depuis avril 2017. Vous pouvez remonter depuis le mois d'avril de 2017, où le marché est passé quasiment de 0,8315 à 0,92, ce qui fait quasiment 800 points, une variation de 800 points. Vous avez exactement eu le même scénario à partir du mois de décembre 2019, où le marché était à quasiment au même niveau, où il est quasiment monté aux alentours des 0,93, 0,9285. Et là, on est quasiment dessus. Donc là, si vous gérez correctement votre risque, vous mettez un stop un petit peu en dessous et vous laissez travailler votre opération sur ce niveau de support. Bien évidemment, le mois n'est pas terminé puisque la bougie est actuellement encore et plutôt baissière. Vous voyez, il n'y a pas de mèche. On est vraiment sur le plus bas mensuel et c'est intéressant parce que si effectivement on a un rebond avec une mèche ici par exemple, on a un corps qui se termine ici, sachez que le mois prochain, vous risquez d'avoir un rebond technique, un rebond sur ce niveau de support. Vous mettez un stop en dessous et vous allez vous laisser travailler pour avoir un très bon ratio, 1 sur 1, 2 sur 1. Donc, ça peut être intéressant de travailler cette valeur. En hebdomadaire, vous avez ce qu'on appelle un canal baissier suivi de ce niveau de support que nous venons de voir en mensuel, donc niveau qu'on a vu en décembre 2019 et en février 2020. Donc là, si ça touche l'oblique ici, ça peut être un point d'achat intéressant aux alentours des 0,83. 0,83, ça peut être un point d'entrée intéressant en mettant des bornes de sécurité à ce niveau-là. En journalier, on a ce qu'on appelle une divergence haussière. Alors là, vous avez effectivement une divergence haussière. C'est quoi? C'est tout simplement alors, elle n'est pas totalement terminée, mais on a un semblant de divergence haussière. Il faudra voir la confirmation d'abord de clôture en journalier afin de confirmer une rotation haussière. Donc là, effectivement, les creux de l'indicateur en bas sont de plus en plus hauts, puisque vous voyez que je vous ai tracé le niveau ici, alors que les creux sur la courbe ici sont de plus en plus bas. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement dans ce genre de configuration? Vous avez souvent, ce qui se passe, c'est que vous avez une divergence haussière. Ça veut dire que, comme vous le voyez ici, vous le voyez dans cette configuration, les creux sont de plus en plus bas. Ici, les creux sont de plus en plus hauts et généralement, le marché a tendance à rebondir. C'est ce que nous pouvons avoir, en tout cas, sur le ROGBP. En plus, le mensuel et l'hebdomadaire vont un petit peu dans ce sens-là. On est sur des gros niveaux de support. On va regarder ensemble ce que préconise l'analyste Trading Central. Trading Central envisage également une hausse. La dernière analyse a été faite hier puisqu'elle a été photographiée à 0,8357. On était le 18, c'était hier, à 10h36 du matin. Tant qu'on est au-dessus des 0,8252, on va chercher 0,8510, voire 0,8583. C'est pas mal comme objectif. Bon, c'est des objectifs quand même moyen-long terme qui peut être intéressant, soit à quasiment 200 points, 150 à 200 points. Et vous mettez éventuellement des stops aux alentours des 0,8252. Ça paraît plus ou moins correct. Voilà pour aujourd'hui, pour ce mercredi 19 janvier 2022. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à demain pour une prochaine revue.